Vous êtes prêts, je pense. Ah, c'est juste parce que la façon de faire, c'est vraiment que je plus. Bon, attends un petit peu, là, on va changer ça. C'est où la dans ton écran à toi? Oui. Non, dans le Ben vôtre. non, tu niaises. Je peux dans 30 minutes, je sais qu'il n'y avait pas pensé qu'il fallait qu'il y ait C'est d'autres choses à ramener. OK, c'est bon. Ah ben, Alors, Êtes-vous correct? pour la caméra. OK. Ça, c'est votre écran, dans le fond. Ouais. C'est quoi? ouais, mais là, dans l'écran, on peut voir le mot. Pas ce que je vous ai dit. Ah oui, vas-y, on peut de tantôt, on est là, c'est préparé, puis je m'en vais encore ça. Meeting is being recorded. Got it? J'ai pas compris ce qu'elle a dit. Non, c'est ça va. Ça a testé le son. Oh, ça, c'est Dans le fond, on va juste mais là, la face, on a une présentation. Mais là, Est-ce que ça, on est sûr que. est-ce que ça Normalement. Parce que sinon, ça va share notre écran. C'est que ça va share notre présentation. Fait que t'allais dans. Ouais, ça. Là, tu peux juste faire from the beginning. Voir. Oui. Ah, mais je pense que ça Bring marche. Raphaël Screen. Ah, Ah, ça marche. Ouais, Je le voyais dans dans le tien. Mais Mais dans ce que tu nous, on a votre présentation, fait que ça marche. Oui, c'est bon. Bon, puis on a 30 minutes. Super. Fait que bon, le titre de notre présentation, la main et le poignet quand le coude ne suffit pas. Fait que c'est pas un petit joke, là. Mais en fait, quand on est dans le courriel, c'est vraiment une application de la main qui sont plus rares que d'habitude. Ouais. C'est ça qu'on développe vraiment pour les fractures de Coles, des choses comme ça qu'on voit assez régulièrement. Donc, moi, c'est Marianne Tardif, vous me connaissez déjà, puis j'étais avec Raphaël Picard. On est deux médecins résidents en médecine de famille en deuxième année et en stage au PIPS. Donc, ça, c'est bon. Et... Fait que, pourquoi ça marche pas? Ah. Bon, on va faire un petit retour sur l'anatomie, plus précisément sur l'anatomie de l'aiguillon, puis le cerveau canal de l'aiguillon. Après ça, on a trois cas cliniques qu'on va présenter, avec, bon, l'identification pathophysio, on l'a pas mis là parce que sinon ça vendait le poche. Marianne. Donc, pour commencer, le canal de l'aiguillon, c'est bon, c'est un peu comme, en fait, c'est pas le canal carpien, mais souvent le canal carpien est bien connu, là, fait que je m'en sers pour faire un peu une analogie, là, parce que c'est similaire. Par contre, le canal d'aiguillon, il est plus formé par des structures ostéo-fibreuses qu'un rétinac, là, comme le tunnel carpien, qui est quand même assez bien délimité. Le canal d'aiguillon est délimité par l'amatome, le pisiforme, là, fait en médial puis en latéral. Puis là, on a beaucoup de structures qui forment le plancher puis le plafond. Selon la littérature, ce n'était pas toujours toutes les mêmes structures qui étaient mentionnées, mais surtout au niveau du plancher, on a le ligament transverse du carpe, puis le muscle hypothénaire, puis au niveau du plafond, on a le rétinaculum des fléchisseurs, avec là, plusieurs ligaments, le court palmaire et des structures graisseuses. On voit bien là, sur l'image à droite que j'ai aussi rajouté en zoom, là, par exemple, le pisiforme, là, qui est à gauche, là, on voit quand même loin. Puis le hook qui est caché, là, j'ai encerclé environ dans quel coin est-ce qui était caché là, postérieurement là, dans l'image. Dans notre canal, on a le nerf ulnaire, l'artère cubitale, pardon, qui vont se séparer là, les deux en branches et rameaux profonds et superficiels. Puis ce qui est à retenir, c'est surtout la vulnérabilité là, des structures qui sont superficielles, là, fait que la branche superficielle du nerf ulnaire, puis le rameau superficiel, l'artère, surtout quand le poignet est en dorsiflexion là, par rapport au hook, qui va vraiment être vulnérable, comparé aux structures profondes qui vont plonger sous la penévrose.
Petit rappel, le nerf ulnaire, lui, il va aller faire la branche motrice pour fléchisseur ulnaire du carpe, les muscles hypoténariens, muscles interosseux, 3e, 4e lombricaux, le premier adducteur, là, pouce, puis faisceau profond du court fléchisseur du premier doigt aussi. Là, c'est une autre vue, juste pour se l'imaginer de façon différente, la vulnérabilité de l'artère et du nerf ulnaire qui sont à gauche là, de l'écran, là, en vert et en rouge, par rapport à notre hook qui est juste au-dessus quand on a une vue transverse. Puis aussi comment il est superficiel, par exemple, comparé au canal carpien là, dans le poignet. Troisième vue anatomique là, pour s'aider, c'est pour se souvenir qu'on peut diviser ça en 3 zones, le canal, qui vont nous être utiles plus tard quand on va parler des pathologies. Donc, la première zone, c'est plus proximal, là, proximal au niveau du canal. Si on avait des atteintes dans ce niveau-là, on aurait des atteintes qui seraient plus mixtes, c'est-à-dire motrices et superficielles, motrices et sensitives, pardon. Puis après ça, bon, on a la division du nerf dans sa branche motrice, sa branche sensitive. Donc, si les atteintes sont plus dans la zone 2 ou dans la zone 3. C'était quand même utilisé beaucoup dans la littérature que je voyais. Fait que le syndrome du canal de Guillon, rapidement, c'est pas notre pathologie numéro 1, c'est juste qu'on en parle vite pour se souvenir un peu, là, qu'est-ce qui cause, qu'est-ce que c'est, puis qu'est-ce qui cause ce syndrome-là. Fait que c'est une lésion dans le canal, quelque chose de compressif, inflammatoire, qui va diminuer l'espace ou faire de la pression sur ces structures. Souvent un kyste ganglionnaire, là. Ce que je trouvais intéressant, bon, on a une liste ici, là, une longue liste de tout ce qui peut causer, là, fait qu'imaginez n'importe quelle lésion osseuse, inflammatoire, artérielle. Puis j'ai remis ici, là, selon la zone de l'atteinte. Ça, c'est tous nos tests qu'on peut... On voit pas ma flèche, hein? C'est tous nos tests qu'on peut faire pour mettre ça en évidence qu'il y aurait une atteinte dans cette zone-là à notre examen physique. J'ai pas mis... Ils sont pas là, nos signes et symptômes? Oui, ils sont là, c'est ça. C'est signes et symptômes, pardon. Fait que nos signes et symptômes, fait que quelqu'un qui se présenterait avec des paresthésies ou de la faiblesse des derniers doigts, là, 4e, 5e, une faiblesse en préhension, des douleurs hypoténariennes, poignet, le volaire ulnaire. Puis on aurait des fois des doigts en griffe, puis test d'Allen, Froment, Wattenberg, James, qui peuvent être positifs selon notre lésion. Elle est où dans notre canal? Ouh, je peux-tu revenir en arrière? J'ai été trop vite. Ouais. Ça, c'était rapidement. Bon, c'est en sport, qu'est-ce qu'on peut voir souvent? C'est sur la poignée de vélo. Là, c'est quand même assez fréquent. On peut avoir une compression du nerf. Ce que je disais dans la littérature, c'était que c'était pas corrélé, mettons, l'intensité, la durée de vélo avec genre, les symptômes. Fait que quelqu'un qui en faisait un petit peu pouvait aussi avoir ces symptômes-là versus le grand sportif athlète. Fait que maintenant, on passe à notre premier cas. Fait que si on résume pour la première mise en situation, c'est un jeune de 21 ans que lui pratique le volleyball de manière assez importante à l'université dans l'équipe sportive. Là, il vient me voir parce que depuis 3 semaines, il se plaint d'inconfort au niveau ulnaire de la main droite, avec la main dominante. Fait que c'est surtout ça. Par contre, depuis 2 jours, il y a aussi une plainte de fourmillement, puis aussi le petit doigt qui est plus pâle. C'est par contre depuis 2 jours. Là. Heureusement, il y a peu de traumatisme significatif. Puis aussi, déjà vu le médecin la semaine dernière au rendez-vous qui parlait d'une entorse du poignet, puis aussi un syndrome de Raynaud. Là. Fait que là, je vous laisse un peu miroiter là-dessus, savoir si vous avez d'autres idées qu'on aurait pu réfléchir ou on aurait pu diagnostiquer. Mais... personne n'a d'idée à... Non, c'est ça. Mais si on passe directement au diagnostic, c'est plus le syndrome de Hammer qu'on va aborder pour l'instant. Fait que le syndrome de Hammer, prend des choses, savoir qui est à risque. Les monde qui font de la fibrodysplasie artérielle. Fait que ça, si on résume, c'est le monde qui, déjà à la base, au niveau des artères, ils ont une prédisposition à vouloir faire une genre de sténose de leurs artères qui va diminuer l'apport sanguin par la suite. Il y a aussi toutes les variantes anatomiques. On a un peu les images au bas de l'écran qui montrent que oui, les arcades palmaires, les arcades palmaires, en fait, sont à risque d'avoir d'autres variantes anatomiques qui, finalement, par différents mécanismes, vont empêcher le sang de se rendre au doigt en bonne et due forme selon les mécanismes qui causent tout ça. Aussi, les sportifs qui sont à risque, ceux qui font du golf, du tennis, volleyball, puis attends aussi tout ce qui est un peu mettre en contact cette zone-là, fait que le baseball, aussi le hockey.
Puis là, on voit aussi à droite, finalement, un peu aussi le principe du canal d'aiguillon. Le canal d'aiguillon, tant qu'on se rappelle, qui est à moitié, en fait, semi-rigide. Fait que là, si on voit la compression supérieure qui met puis en pression l'artère, puis l'amatome, qu'on voit le petit crochet, en fait, il vient faire justement la partie semi-rigide, qui vient coter là-dessus, puis il vient faire un traumatisme. C'est quand même facile de s'imaginer, quand on donne plein de coups en haut, comment ça peut cogner à cet endroit-là, puis faire des lésions. Puis là, bon, c'est notre joueur ou joueuse de volleyball là, qui se marche avec sa main. Je vais faire un commentaire. Elle est rendue là, cette image-là. Pourquoi elle est là? En Europe, il y a pas ça le syndrome de la main froide du volleyeur. Oui. Oui, bien, syndrome de la main froide, je l'ai lu aussi beaucoup comme terme, oui. Oui, Et... c'est ça. Parfait. Puis attention aussi chez les non-sportifs. Fait que tous les travailleurs un peu manuels sont à risque aussi. Fait que, comme de fait, un peu par le même mécanisme qu'on vient traumatiser en donnant des coups de marteau, marteau-piqueur aussi, qui est un peu un autre classique. Aussi, chez cette clientèle-là, les facteurs de risque vasculaires, fait que les patients qui sont fumeurs, dyslipidémie, diabète, sont toujours à risque aussi d'avoir des impacts à ce niveau-là. Puis pour eux aussi, le traitement conservateur vient un peu plus aussi que chez le traitement des sportifs. Fait que c'est sûr, pour l'hypertension et le diabète, ça reste pertinent. Fait que si on voit un petit peu d'autres images pour montrer la patho, ça va créer finalement des anévrismes au niveau de l'artère. Ça peut faire juste des thromboses, ça peut faire des anévrismes, ça peut aussi emboliser en digital les lésions. On en parle un petit peu aussi par la suite. C'est bon, je pensais que tu disais juste thrombose, excuse-moi. Non, c'est ça, mais c'est un peu pour résumer, puis il n'y a pas trop peur avec le diagramme. Là. Si je résume, en fait, là, c'est le fait d'avoir justement des blessures ou des traumatismes au niveau vasculaire, au niveau de l'artère. En fait, ce que ça va provoquer, c'est prendre des choses, des fois, pour certaines sténoses, pour d'autres, ça va plus être un anévrisme qui va se créer. Puis aussi, il faut bien comprendre que l'anévrisme, en fait, le corps, comment il est fait, c'est que le sang veut avoir le flot le plus régulier possible. Fait que même son anévrisme, mettons, comme on voit à l'autre page, mais en fait, le corps, comment il va réagir? Il va créer un thrombus pour ramener ça plus laminaire, fait que le plus grand flot possible sans avoir trop de perturbations. Fait qu'à cause de ça, finalement, il va créer un thrombus qui, lui, est à risque de s'emboliser vers les doigts, justement. Fait que, entre autres par ce mécanisme-là. Puis aussi par un mécanisme, mettons, du côté nerveux sympathique, que justement, les artères vont encore spasmer là-dessus. Encore plus de risque d'avoir de l'ischémie au niveau des doigts à ce moment-là. C'est vraiment le gros résumé de cette diapo-là. C'est encore réel que vous avez vu? Que toi, tu as vu? De Camp Tremblay, on a vu quelques-uns. Puis on peut googler, c'est Tommy Bellil, c'est ça? C'est qu'on peut googler, on trouve des reportages dans les journaux. C'est intéressant. J'avoue, je me suis inspirée de lui pour faire la mise en situation. Là. Ah bon, mais quand c'est connu. Bon. C'était ici, là, à l'Université Laval, en 2014. Oui, certain que les oreilles, on l'aura stylé quand on a cette pathologie-là. Là. Puis au niveau des symptômes, les classiques des dissipés de l'ischémie. Fait que le froid, la douleur au niveau des doigts, les parasthésies aussi qui sont présentes. Le fait aussi qu'on n'a plus de pouls. Fait que c'est ça qu'on voit le plus bas, le test d'Allen, qui vient mettre un peu en lumière cette composante-là, puis aussi le temps de réflexe capillaire qui va être augmenté un peu par ce même mécanisme. La paralysie aussi qui est présente, puis la pâleur, sans surprise, qu'il n'y a plus de sang qui s'en ont. Puis ce que je trouve intéressant là, à rajouter, c'est que nos variations anatomiques vont faire des fois des présentations, des symptômes différents. Si on a une anastomose avec l'artère radiale, ben, tu peux avoir moins de symptômes, puis juste avoir les symptômes qui vont être digitales du 5e doigt, versus quand tu nourris au complet avec ton artère ulnaire, ben là, tu peux être plus symptomatique jusqu'à avoir des symptômes de toute la main parfois. Là, fait que c'est pas... c'est variable. Puis après ça, ben, si ton anévrisme comprime ton nerf dans le canal parce qu'il est immense ou tu as une thrombose, je pense qu'il y avait 10 cm, lui, bien là, tu peux avoir justement plus de symptômes aussi nerveux ou tout ce qui est dans le canal parce que toutes les autres structures sont comprimées. C'est ça, tout dépendant de la variante anatomique que tu as, puis aussi du shunt qui va être créé. Ça peut venir à créer différents symptômes, tout dépendant. Fait que quand même, c'est ce genre de patient-là, il faut quand même éliminer d'autres diagnostics. Hein, fait qu'on s'entend tout embolie, fait que surtout les patients vasculaires comme on parlait. Aussi tout ce qui est vasculite collagénose comme le lupus, qui sont à regarder comme dans notre diagnostic, mais on s'entend. Je m'attendrais plus à avoir d'autres signes classiques de maladie quand on pense à cette étiologie-là. Les investigations, ça rassemble aussi l'écho-Doppler pour effectivement voir la vascularisation associée à tout ça. Là, on voit surtout une artérographie conventionnelle. On voit très bien l'anévrisme, surtout au niveau du cinquième méta. C'est pour ceux qui le voient bien. C'est sûr que ça aussi, en même temps qu'on fait l'artérographie, des fois,
on peut venir faire déjà une intervention comme la fibrinolyse, plus localisée. Aussi l'IRM qui va être utile. Puis, comme de fait, comme on écrit en bas, c'est près du crochet de l'amatome qu'on va noter ça, surtout. Compte tenu du, comme on parlait, l'aspect semi-rigide qui vient un peu cogner sur l'artère. Ah, j'ai été trop vite, on revient. Fait qu'au niveau des traitements en particulier, c'est sûr qu'il faut partager si c'est aigu comme une ischémie critique versus autre chose. Sur l'ischémie critique, on va avoir un traitement plus particulier avec la chirurgie vasculaire. Puis c'est sûr que quand on va avoir une meilleure pronostic, la chirurgie reste aussi peut-être la meilleure chose le plus souvent. Par contre, on a deux choses à essayer avec le traitement conservateur, avec le positionnement, essayer de diminuer le plus possible les impacts au niveau du poignet. Diminuer le sport, diminuer les impacts, sans surprise aussi. Aussi, le niveau pharmacologique, les antiplaquettaires pour un peu diminuer le thrombus, puis diminuer les risques d'avoir des embolies associées à tout ça. Les BCC, avec les bloquants des canaux classiques, eux, vont permettre d'avoir une vasodilatation périphérique pour nous aider aussi à ce moment-là d'avoir une meilleure perfusion. Fibrinolyse et parine, un peu dans le même principe. Puis bloc stellaire qui peut aussi être utile, chirurgical. Le bloc stellaire, c'était beaucoup la composante vasospastique là, qui était décrite, puis on pouvait faire un bloc stellaire pour diminuer les vasospasmes, puis des fois, juste ça, pour certains patients, c'était suffisant là, comme traitement. Là. Ça dépend vraiment de la lésion. Des fois, ils ont des tout petites lésions, mais ils sont symptomatiques sur un vasospasme plus que sur un énorme thrombus. Là. Je trouve ça intéressant. Parfait. Bon, oui, c'est ça, tout à fait. Ouais. Chirurgical, c'est sûr que je me penche un peu moins. On laisse plus ça à la chirurgie vasculaire. C'est ça, il y avait toutes sortes de chirurgies, puis c'était tout différent dans chaque littérature. Puis, même, mettons, les revascularisations avec un greffon, ben là, après ça peut être même artériel, veineux, tout le monde. Personne n'avait de consensus là-dessus. C'est aussi quelque chose qui peut étudier. Là. Parfait. Mais ça résout pas mal pour le syndrome de Lambert. Puis chirurgie versus conservateur, ça dépend du désir de retour au jeu versus l'athlète qu'on parlait, lui, il n'était pas retourné au jeu, justement, fait qu'il n'y avait pas eu de chirurgie. Le cas numéro 2, fait qu'un homme de 64 ans, joueur de tennis et golfeur du dimanche, qui a une douleur au poignet et à la main gauche, non dominante, depuis un 18 trous particulièrement infructueux il y a 3 semaines sur un terrain synthétique. Fait que difficulté à frapper les balles depuis, en fait, à tenir son bâton, fait que ça impacte son coup de frappe. Puis selon le médecin, on s'en rendez-vous, entorse du poignet. Elle est bonne, hein? Fait que vous êtes chanceux, vous faites un tunnel view, et vous n'êtes pas débutant non plus. Et on peut voir une fracture de, ceux qui ne la voient pas, du hook, de l'amatome. En fait, c'est pour ça qu'il faut toujours proposer aux patients, aux golfeurs aussi qui ne sont pas très, très professionnels, de toujours, dans un sens, garder les yeux sur la balle. Garder les yeux sur la balle, Evan, oui. Fait que là, bon, ça, c'était une autre petite joke avec l'entorse. Donc, le terme, fracture de l'apophyse unciforme de l'amatome, qui veut dire en forme de crochet. C'est environ 2% des fractures du carpe. Ça peut être un impact direct ou des microtraumas indirects, là, comme ce que nous, on va parler. En impact direct, souvent, c'est en fouche. Les microtraumas répétés au niveau de l'éminence hypothénaire, c'est la même chose que, dans le fond, l'autre pathophysio d'avant. C'est juste que là, on ne magane pas notre artère, on magane notre os crochu. J'ai utilisé votre terme parce que ça me surprend. C'est la force de vous entendre dire os crochu. Puis, dans les sports de grip, hockey, baseball, tennis, golf surtout, la présentation, c'est la douleur au niveau de l'éminence hypothénaire, mais surtout à la palpation spécifique au niveau du hook. Puis, ça va être pire en déviation dorso-ulnaire. Des difficultés en poignée. Fait qu'ils vont souvent me dire j'ai de la misère à tenir mon bâton, c'est comme si je me sentais plus faible ou c'était moins confortable ou ça fait mal. Il peut y avoir des paresthésies des 4e, 5e doigts, puis flexion limitée du 5e doigt. Il y a un examen qui peut être tenté là, à l'examen physique, qui est ce pull test. Ouais. Fait en mettant le patient un petit peu plus en déviation ulnaire, puis en faisant comme une flexion résistée des 2 derniers doigts, fait 4e, 5e doigt, ça vient créer une genre de déformation au niveau du hook. Fait que s'il y a une fracture, ça va faire mal en faisant ce test-là là, au patient. Fait que c'est une façon de voir, là, puis ça va reproduire sa douleur à l'endroit là, du amatome. J'ai aussi rajouté que si on a rajouté que ça pouvait causer des tendinopathies fléchisseurs aussi, là, puis si c'est pas traité, que c'est pas noté, en fait, puis que c'est pas diagnostiqué, puis que la personne continue à s'en servir de façon importante, ça peut causer des ruptures.
Qu'est-ce qu'il y en est de la radiographie? Les radios AP latérales, dans la littérature, c'est seulement 10 de sensibilité. Fait que clairement, on n'essaye pas de diagnostiquer ça avec ces vues-là. Il faut absolument faire un tunnel view qui, même lui, n'est pas très sensible. C'est pour ça qu'au début, je disais qu'on était chanceux de le voir dans notre radio. J'en ai pris une qui en avait, mais souvent, on va avoir une radio comme celle-ci en bas à gauche où ça a l'air de rien du tout et que ça a l'air normal. Puis on peut comprendre là aussi pourquoi on ne voit pas très bien le AMAT, le hook, en fait, sur la vue latérale. Puis sur la vue AP, il y a le signe de l'œil, mais c'est rare qu'il va être beau. T'sais, quand il est super beau, bien défini, ouais, c'est ça, il est beau en ce moment. Mais là, on peut se dire, probablement que ce n'est pas ça parce qu'il est bien défini, mais s'il n'est pas bien défini, ben, ça ne veut pas dire que ce n'est pas ça. Fait qu'on continue de toute façon nos investigations vers CT scan IRM. Que j'ai trouvé des images là, qui nous montraient quand même assez bien là, la fracture au niveau du CT scan en haut à droite, puis les deux autres, c'est des coupes d'IRM. Donc, je mène tout le monde les voit. On a les petites flèches là, pour nous le montrer, qu'on voit vraiment bien où est-ce qu'elle est la fracture. Le traitement, ça peut être encore là non chirurgical, chirurgical. Non chirurgical, souvent, si c'est aigu, ben, on va immobiliser 4 à 6 semaines, pardon. On peut faire de la thérapie de la main, un peu l'habituelle routine. Là. Il y a quand même 40 à 50 de non-union, mais la majorité de ces gens-là vont quand même être asymptomatiques avec tous leurs mouvements retrouvés à 100 fait que même s'il y a une non-union, la personne est asymptomatique, il n'y a pas d'indication chirurgicale. Indication chirurgicale, en fait, c'est quand il y a une non-union puis qu'on a encore des symptômes. Puis aussi, beaucoup, quand c'est des fractures de surutilisation, là, eux, souvent, vont être symptomatiques. Puis le traitement expectatif est plus difficile à faire. Fait qu'on peut aller faire l'excision qui est le gold standard là, pour les athlètes. Ça nous permet un retour au jeu rapide. Souvent, ça diminue les symptômes. Il y a une notion théorique, est-ce que je ne sais pas si elle est là en pratique, là, parce qu'il était bien dit, c'était théorique, qu'il y a un meilleur pronostic au niveau du retour à 100% de la force de préhension avec un ROFI. Mais dans la plupart des articles que j'ai vus, c'était surtout des excisions du bout lésées. Là. Puis la reprise du sport 4 à 6 semaines après, avec un retour avec programme de renforcement adéquat. Là, on se questionnait, on avait-tu le temps pour le troisième Pour la dernière mise en situation, en fait, c'est pas non plus la plus longue. On a passé 35. 35, on est à 20. Ouais, parfait. Good. Let's go. C'est pour une jeune femme de 17 ans, gymnaste, qui se présente pour une douleur au niveau du poignet, du côté gauche, qui est une douleur qu'elle progressait depuis quelques mois déjà. C'est une douleur sur la face dorsale du poignet, puis qui se présente encore une fois du côté ulnaire. Là. Elle continue quand même à tenter de faire ses sports, mais avec une bonne difficulté. On s'entend gymnaste, avec le nombre de mises sous tension du poignet, ça reste quand même difficile. Puis il y a aussi à se plaindre de craquements qui sont audibles. On vous laisse un peu penser à qu'est-ce qu'on aurait pu avoir, mais c'est pas de stress. Mais non, on va parler du TFCC, là, fait que le complexe fibrocartilagineux triangulaire du carpe. Fait qu'on voit un peu ici l'anatomie. Plusieurs tissus qui sont mis en jeu dans ce TFCC-là. C'est sûr que j'ai mis en encadré, en fait, ceux qui sont plus rapportés comme étant importants ou à risque de déchirure. Fait que beaucoup à ton niveau un genre de disque fibrocartilagineux entre l'unatum et l'ulna. Il y a aussi l'extenseur ulnaire du carpe, puis aussi le ligament collatéral ulnaire qui sont mis en tension souvent dans ce genre de pathologie-là. Parfait, pardon. Fait que le monde se présente souvent pour une douleur au niveau du poignet, puis sans surprise, en dorsale, en ulnaire, un peu comme dans la mise en situation. Souvent causé par l'agrippement, tout ce qui est rotation, l'utilisation du poignet, ça peut venir mettre en tension le TFCC, sur le TFCC qui peut être lésé. Fréquent chez les sportifs, justement, les gymnastes, haltérophiles, boxeurs, baseball, tennis, fait que tout ce qui peut mettre en tension du côté lunaire, un peu comme les autres pathologies, finalement. C'est un peu le message à retenir aujourd'hui, je pense aussi. Fait que le plus souvent, en fait, là, ça va être une chute provoquée qui va causer ça. C'est sûr que des fois aussi, chez les personnes peut-être un peu plus âgées, il va y avoir des déchirures dégénératives qui vont se présenter aussi par la suite. Au niveau des examens physiques, on peut faire attendre plusieurs choses. Il y a entre autres une compression du TFCC. Fait que c'est sûr qu'en général, le TFCC est mieux examiné en position de pronation du poignet. C'est un peu la chose à se retenir. Mais sinon, la compression du TFCC, ça se fait en faisant une déviation ulnaire du poignet. Aussi, on peut le faire attendre nous-mêmes en faisant une compression axiale, au niveau du poignet, puis en mettant aussi une déviation ulnaire en même temps. Il y a aussi, selon les ressources que je me référais, le stress test ou le test de la chaise, que finalement, si je vous le mime, c'est qu'on voudrait se prendre sur la chaise. Là, j'ai les barreaux, mais si on voulait se monter comme ça met tellement de pression sur le nez. On s'entend,
c'est plus de pression que comme les 20 livres qu'on réussit à mettre. Si on réussit à mettre les 100 livres du patient sur chacune des poignées, le test est quand même plus sensible à ce moment-là. Il y a aussi le signe de la foveilla ulnaire. En fait, si on réussit à palper entre l'ulna et le pisiforme, ça provoque aussi une douleur à ce moment-là. Puis, ouais, puis c'est quand même intéressant. C'est quelqu'un qui aurait une fracture radiodistale avec une instabilité de la druge, des fois, mettons après ça, mettons mauvaise guérison, de penser à peut-être une atteinte à ce complexe-là, qui n'aurait comme pas été géré, puis on aurait juste réparé la fracture, mettons. Exact. Au niveau de l'investigation, en fait, la radiographie, c'est sûr que pour le diagnostic en tant que tel, ce ne sera pas très, très utile. Par contre, un peu comme dans l'image à gauche, en haut, on se permet de voir la variance ulnaire. Fait que la variance ulnaire, si l'ulna, au niveau de la radiographie, on voit qu'il est plus haut que le radius au niveau de la base. Mais là, ça veut dire que le disque qu'on a mis en tension dans la première diapo, il est plus mince. Il est plus mince, fait qu'il est plus à risque de déchirure aussi. Fait que cette information-là est quand même pertinente pour savoir justement si on est plus à risque ou non. Puis aussi, ça va avoir un impact au niveau du traitement. Je vous en parlais aussi dans 2 minutes. L'IRM semble quand même plus utile. Selon les ressources consultées, une sensibilité de 60 à 90 %. Puis selon ces mêmes ressources-là, l'échographie aurait peut-être la même portée que l'IRM. Fait que comment est-ce qu'on voit l'IRM serait possiblement même vu à l'échographie aussi. Par contre, ce qu'on manque, on va le retrouver à l'arthroscopie, qui reste vraiment le gold standard pour ce genre de pathologie-là. Le traitement, ça dépend aussi, encore une fois, de l'instabilité ou de la stabilité de la composante du poignet. Sauf que blessure instable, en fait, va aller vers l'arthroscopie, puis on va en faire un débridement. Le débridement, en fait, vu que la structure est normalement pas vascularisée pour la grande partie, faire du débridement, ça va augmenter la vascularisation, puis améliorer aussi la guérison du TFCC. Il y a aussi le traitement conservateur comme une attelle de 4 semaines qui peut être tenté, aussi des applications de cortisone. Par contre, c'est sûr que pour l'arthroscopie, si je reviens un petit peu, ce qu'on peut toujours faire en fait au niveau orthopédiste, au niveau chirurgie, si on a une variance ulnaire positive, c'est venir buffer le bout de l'ulnaire pour finalement avoir une meilleure tension de ce côté-là. Parce que c'est sûr que aussi le TFCC est utilisé pour avoir un certain coussin. En fait, 20 % du load qu'on met sur le poignet passe par le TFCC. Fait que c'est sûr que si on enlève un peu ce bout-là de l'ulna puis pour le buffer, bien, ça permet d'avoir moins de pression sur l'ulna à ce moment-là. Au niveau du traitement, c'est ça à retenir. Je laisse ça conclure. Ah, c'est moi qui fais la conclusion. Donc, OK. Fait que bon, ce qui est fréquent est fréquent, ce qui est rare est rare et ce qui est dangereux est éliminé. Phrase de Raphaël. Fait que bon, ça méfie du droit qui répond au traitement. Là. Je pense que tout le monde est d'accord avec ça. Beaucoup de choses ici qui vont pas être vues dans une radiographie. Fait que faire plus angio, CT, IRM. Puis bon, parce que vous en verrez beaucoup dans la prochaine décennie. Ah, puis attends, il y a un beau mime ici, douleur au poignet. Là, il a mis ça ici. Je pensais que tu avais mis entorse, genre une joke avec l'entorse, mais moi, j'aimais bien les jokes du début. Puis, vérification du lien. Skip vérification. C'est un lien fiable. Puis là, moi, c'était pour vous montrer comment les blessures de poignet peuvent se produire au CrossFit. On ne le voit pas, c'est vrai? Maudine, attends. Comment on fait pour voir la vidéo? Ah, c'est dans le partage, hein? Ouais, c'est ça. Comment on fait? Je me dis stop sharing. Ouais. J'ai de la misère avec ton... Non, mais avec ton truc, quand même. Ouais, j'ai vu ça dans le process. Il faut juste share. Je pense qu'on était là-dedans. Ça gâche mon punch. Excuse-moi. Ben non, c'est pas grave. C'est juste parce que je trouvais intéressant de voir comment une petite scène de quelques secondes de poignée. Juste de But it's also very smooth. She's not out of control. You'll see some athletes tip on their toes a little bit. Their knees will wobble. And we saw this from Mal O'Brien last year at the Granite Games. The pace at which she does these handstand walks is unlike anything I've really ever seen in competition. She is 18 years old. Youngest competitor on the individual side, male or female here. 9. It's ready. Confident hand already in the air working through this round of 9. It's fast, but it's also very smooth. She's not out of control. You'll see some athletes tip on their toes a little bit.
their knees will wobble. And we saw this from Mal O'Brien last year at the Granite Games. The pace in which he does these handstand walks is unlike anything I've really ever seen in competition. Le tapis synthétique, c'est beaucoup plus dur. Les crinqués qui frappent à 500-600 balles, c'est beaucoup plus dur la synthétique. Ou s'il fait un gros divot, une grosse galette, c'est là qu'on en voit l'occasion. Au baseball, c'est un bâton dans votre main, la pomme du bâton, ils tiennent ça juste là. C'est les cas que j'ai eus. Et après ça, au volleyball, ben, c'est des crans en Europe, comme je disais tantôt, mais les attaquants en puissance, surtout avec les nouveaux règlements. Puis quand les gars manquent le ballon, ils frappent les filets aussi. Donc, ils viennent à la longue, ils viennent avec les symptômes. Celui qu'on avait ici, il arrivait du championnat canadien, puis il arrivait avec la main cyanosée carrément. Là. Lui, il était sur 10 cm. Là, l'argument, on avait un groupe de la main du CHU dans le dedans, puis il y en avait un chirurgien en Suisse qu'on avait communiqué. Et là, c'était crafton, c'était du milieu artériel, veneux, on le prend où, c'était un peu une destination. Mais les agents du coagulin étaient faits. Et si on a eu une coupe au hockey aussi, dans le junior majeur. Pour finir la saison, on avait conclu de mettre l'aspirine avec un camp calcique pour être capable d'enlever la douleur pour finir la saison. Puis après ça, selon la carrière qui continuait, par une décision en prendre chirurgicale ou pas. Puis il y a des études qui ont démontré qu'en cours de saison, maintenant ça arrive au mois de janvier, le pronostic n'est pas pire si je l'opère au mois de juin. Je fais finir la saison, je l'opère après. En bowling, le pronostic à long terme est quand même intéressant dans les deux cas. Là. Ouais, c'est ça, entre-temps, tant qu'il s'en va les Le seul début qu'on a eu, c'est un hockey où il y avait eu une ischémie, une nécrose avec beaucoup de douleur. Là, ce coach avait carrément écrasé le tout. Puis son bâton, il y avait même de la corne au niveau de son côté nord, à la longue de tenir là. C'est lors d'un coup dans la bande qui est rentré, puis ça l'a achevé le coup. Lui, il est arrivé en douleur et en cyanose. Le joueur de volleyball, on en a parlé tantôt, mais il était dans les journaux, c'est pour ça que j'ai dit. Lui, il n'était pas en douleur, il était plus cyanosé puis un peu engourdi. Ce qui est intéressant, c'est le mix entre les deux. Celui qui a thrombosé, celui qui avait les doigts bleus, lui a été opéré tout de suite. Ouais. Puis l'autre, en fait, c'est là. L'autre, il n'a pas été opéré. Il n'a pas été opéré. C'était plus compliqué un peu. On l'a mis sous médication. Aspirer le BCC. Ouais. Okay. Puis, mettons, Boisvert, que vous enverriez, mettons, ici, là, si jamais ça arrivait. Oui. Ça serait pas comme l'équipe Annie ou l'équipe de Chine. À Saint-François. C'est OK. Oui, puis c'était beaucoup dans la littérature vasculaire que je trouvais mon info. Comme on disait, la radio en tunnel, c'est une 30-40% de chance de l'avoir. C'est le taco. Puis même au Monaco, j'ai eu un cas où cliniquement, j'étais convaincu que c'était ça. Je l'ai envoyé à Jean-François Bégin dans le temps. Puis François, il a revu le taco lui-même, puis il a dit oui, il y en a une fracture. Puis il l'a enlevé, puis ça a été réglé après. Là. Donc, si la suspicion clinique est très forte, insister pour le faire le suivi là-dessus. C'est déjà la sensibilité n'est pas bonne pour les touches. C'est 10%. Mais des fois, je sais pas si tu regardes les vues là-dessus, là, des fois, elles sont tellement mal faites. C'est celle qu'on avait là, c'était une super belle image. Ouais, je fais exprès. Mais des fois, c'est pas des examens qui font souvent en radiologie, fait que dépendant du technicien qui l'a fait, est vraiment pas si belle que ça. Pour avoir fait l'examen, la personne a sorti son Ben oui, c'est devant toi, ouais. C'est ça. Fait que, mettons, au CHU, quand ils travaillent avec des orthos qui font de la même, qui en font un petit peu souvent, fait qu'ils sont plus spotés, mais qui sont dans quelle clinique, radiologie, souvent, je t'ai jamais demandé. Fait que la vue est pas tout le temps bonne. Puis, t'es où, toi? Attends avec moi. Fais tout ça dans l'écran. Oui, mais les deux se faisaient. Parce que personne n'entend quand tu dis. Les deux étaient documentés, là. Il n'y avait pas, j'ai pu après ça, il y a sûrement des études quelque part qui, je ne pense pas qu'il y ait des études qui disent un versus l'autre, parce qu'il y a 8 sortes de chirurgies qui se font.
C'est toute cette thérapie endovasculaire pour les anévrismes, c'est souvent ce qu'ils font, mais là, c'est tellement petit. Ça dépend de la lésion. Ça Vous composer, là. L'argument qu'on avait eu pour le joueur de junior majeur, c'est qu'il se ramasse Vous entendez? Ils nous entendent pas. Ils nous entendent pas. Et puis, il y a un autre côté, puis lui, on avait une blessure, mais lui, je me rappelle bien. Mais je pense que c'est notre ordi à nous qui parle ici. Fait que c'est Comme un comptage. Il faut être collé comme un comptage. C'est ça. Rappelez-vous de quand parler à l'ordi, mais sinon, ceux qui nous écoutent. C'est intéressant. C'était très intéressant. Le CrossFit, là, pour un IPS, à mon bureau qui fait du CrossFit, puis des fois, le monde des doigts comme ça, puis je suis sûr qu'on va en avoir. Ah, moi aussi, là, il semblait, là. Pas beaucoup de qualité au CrossFit, quand tu regardes ça du point de vue médical, là. C'est fou. Juste pour ceux qui. C'est pas bien encadré au niveau amateur. Aux présentations du CNDP de Lévis. En tout cas, il y a quelqu'un qui va présenter. Je me demandais de quoi qu'elle parlait, mais le 19 avril, sur l'heure du midi, il y a quelqu'un qui présente sur le syndrome du marteau hypothalamique. Ah, c'est ça. Je ne savais même pas que c'était ça. C'est ça. Je vais y aller. C'est plus une médecine du travail. Oui. Mais ça, je pense que c'est plus parce que Lévis et le CHU de Québec maintenant sont rendus sur les mercredis midi qui se mettent ensemble. Là. Moi, on n'est pas chez le CMD. Mais je peux vous donner le lien. Mais il y a un gros document Tout le monde pourrait se connecter. C'est un hyperlien, si jamais ça vous tente. Un gros document de 200 pages de l'INSPQ sur le syndrome du marteau hypothénore. Il est immense. Ben, c'est comme une revue là, immense de tout. Puis c'est fait pour comme un peu beaucoup les travailleurs, mais là-dedans, il parle de tous les cas qu'ils ont au niveau sportif aussi. Là. Il en parlait. Là. C'est beaucoup décrit en médecine du travail. C'est là que ça a été décrit plus en premier, c'est ça. Les premiers cas, juste en cas de volleyball, justement. Puis on s'est mis à aller là-dessus. En Europe, il y avait quand même plusieurs de l'équipe. Ouais. Il y avait une nouvelle approche, il y a des vacances de puissance beaucoup plus qu'avant. C'est ça. On en voit un peu plus. Mais ici, en quantité, il n'y a pas assez de joueurs pour venir à l'Europe. Il y a eu ceux qu'on a eu ici, le Rouge et Or. Les autres, il y a eu plus au golf et au hockey. Mais dans ce document-là, ils parlent de leurs joueurs de XYZ. Il y a des cas, des fois, de genre motocross, là, tu sais, ça shake, là, j'en fais pas, mais ça shake, il y a des impacts, là. Il y a des cas de tout, là. Tout ce que tu peut imaginer qui va reproduire un mouvement, de la pression à cet endroit-là, puis des impacts. C'est le cas du majeur qu'on a vu à Montréal. Ben ouais. À vélo, par exemple, on en a parlé, entre autres. Maintenant, on peut mettre le télépic de vélo, il fait du spongieux, qui absorbe des choses. Moi, j'en ai un comme ça maintenant. C'est plus rigide, ça absorbe. En plus de ton gant, tu peux protéger aussi. On parlait de modifier des fois. Et en golf, ceux qui usent leur grip un peu trop, à un moment donné, là, quand ils glissent, ils serrent plus, ils sont plus à risque de se blesser, au moins du côté de l'eau. Ah, puis on me dit qu'il existait des. Mettons, baseball, c'est le Dr. Colin qui m'a dit ça hier, qu'on peut avoir. Oui, c'est ça. Qu'il existe même des manches qu'on peut acheter, là, des compagnies qui vont faire ça, qui sont adaptées pour pas que ça aille faire l'impact au niveau du crochet. C'est ça, qui disait que c'est quand même assez connu au point qu'il y a des compagnies qui font de l'argent en faisant des manches adaptées pour ne pas se blesser là. C'est une belle présentation. Bon, ça l'a valu une journée d'études d'examen de moins.